de l'exigence de l'histoire. Une exigence que Lucien Febvre, l'historien français, définit ainsi. L'histoire comme un besoin de l'humanité, le besoin de comprendre ce que les hommes furent, ce qu'ils voulurent, ce qu'ils accomplirent. La citation vaut pour tous les hommes, des mots qui ont toute leur place ici aussi. L'histoire est rien d'autre, loin par conséquent des tentatives anciennes et nouvelles de la réécrire afin de l'éloigner de ses contenus profonds. La grève de Cluse ne doit rien au hasard, de même que son issue n'est pas un accident imprévisible. Bien au contraire, le drame de Cluse se situe au cœur de la construction d'une conscience sociale. En Haute-Savoie, l'apparition de la pensée nouvelle, bien que timide à ses débuts, s'affirme progressivement, allant du droit de grève à la loi autorisant la création des syndicats professionnels. Dans la vallée de l'Arve, les premiers syndicats ouvriers apparaissent entre 1901 et 1903. À sa création, celui de Cluse compte 138 adhérents, dont 60 femmes. La première grève significative a lieu à Marnat dès 1901 chez Dancet. Les premières revendications, ici comme dans les mouvements suivants, seront d'ordre salarial. Toutefois, le drame clusien naît d'une autre exigence, celle de la démocratie. Le 1er mai 1904 se tiennent les élections municipales, ici à Cluse. Deux listes sont en présence, une composée d'édiles et de représentants du patronat local, amenés par Edmond Gron, professeur en retraite et maire en exercice, dans laquelle figure Michel Crétier, fils aîné de Claude Crétier. L'autre, amenée par François Ranaz, est nommée liste des ouvriers. Elle comprend petits patrons, un cafetier, puis surtout des socialistes, des syndicalistes, dont certains travaillent chez Crétier. Au premier tour, la liste Dron obtient 14 élus. Le 8 mai, le deuxième tour parachève la victoire de la liste conservatrice. Tout pourrait se terminer à cet instant. En réalité, c'est l'acte de naissance du drame. Le 9 et 10 mai, Claude Crétier licencie 7 de ses salariés. Les renvoyés sont tous des ouvriers présents ou proches de la liste des ouvriers. Parmi eux figure Joseph Baudet, un des plus anciens et expérimentés ouvriers de l'usine. Pendant plus de 2 mois, d'un côté, les patrons, car Claude Crétier n'est pas le seul, défendent avec acharnement ce qu'ils considèrent leurs privilèges. En face, les ouvriers défendent leurs droits fondamentaux. Les tensions montent, le mouvement populaire s'élargit, les travailleurs de la vallée se solidarisent. Celles et ceux de Sionzier en particulier rejoignent les Clusiens. Des syndicalistes venant des départements voisins, voire de la Suisse voisine, voire de plus loin encore, les soutiennent. À Paris, le journal L'Humanité, récemment fondé par Jean Jaurès, ouvre une souscription de solidarité. Parallèlement, le 10 juillet, les Crétiers commandent des fusils et des munitions à Manufrance. La suite est connue. 18 juillet, à partir de 16 heures, sous les yeux impassibles de l'armée, les frères Crétiers tirent sur un groupe de 200 manifestants environ, comprenant des femmes, des hommes et des enfants. Outre les 3 hommes honorés ici ce matin, on comptera 41 blessés, dont de nombreuses femmes. Pour répondre à la question du début, à savoir ce qu'ils furent, voulurent et accomplirent, Joseph Baudet, Léopold Larivaz et Francis Rassia, Lastel, qui est à côté, apporte une réponse sans équivoque. Ils furent des hommes
travailleurs et citoyens, assassinés en revendiquant leurs droits, écrivant par leur sang une page ineffaçable de l'histoire de la classe ouvrière, une page lisible bien au-delà des monts qui nous entourent. Merci, chers camarades, de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de participer à cette commémoration qui est d'une actualité tout à fait prégnante aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez rappelé, on a aujourd'hui les mêmes convulsions de la classe ouvrière et des classes populaires qui se sont manifestées au travers, par exemple, des manifestations des Gilets jaunes qui ont été réprimées également avec la même sauvagerie, avec la même violence par la classe bourgeoise que nous combattons aujourd'hui pied à pied dans cet hémicycle pour essayer de rétablir cette justice sociale qui, au début du XXe siècle déjà, donnait les premières manifestations pour une demande d'égalité, de justice. Vous l'avez rappelé, il y avait beaucoup de femmes dans ces manifestations parce que déjà, à l'époque, il y avait une grande différence de traitement et de rémunération du travail salarié des femmes par rapport aux hommes. Les hommes qui travaillaient à cette époque dans cette industrie qui n'était pas encore le décolletage, qui était celle de l'industrie horlogère, eh bien, avaient pour beaucoup une activité également agricole à côté, puisque pendant les périodes de moisson, tous ces ouvriers avaient besoin d'avoir du temps libre pour pouvoir également satisfaire aux besoins de leur activité agricole. Et ça a été le début de la revendication de ces ouvriers de pouvoir avoir un salaire suffisamment décent dans leur activité de salarié pour pouvoir avoir du temps et suffisamment de moyens pour pouvoir se rendre disponibles aux travaux des champs. On voit que cette lutte est toujours d'actualité et qu'elle rejoint aujourd'hui, en ce 11 novembre, moi je me suis posé également la question pourquoi finalement faisons-nous cette commémoration le 11 novembre alors que les événements criminels, ces assassinats ont eu lieu un 18 juillet. Et effectivement, ça résonne parce que nous commémorons l'armistice de la guerre. Et cette guerre est en quelque sorte l'industrialisation de cette lutte des classes au niveau local, au niveau des entreprises. Eh bien, on retrouve la même nécessité pour la classe bourgeoise finalement de mettre au pas la classe populaire, et elle le fait par des guerres quand elle ne peut pas le faire par la coercition policière comme on le voit aujourd'hui dans notre société française. Eh bien, nous rendons hommage à ces 3 ouvriers qui ont été sauvagement assassinés par les fils du patron, qui se sont sentis quelque part légitimes à aller ôter la vie à des gens qui n'avaient commis comme seul crime que de se mettre en grève. Parce que j'ai lu les minutes en quelque sorte historiques des événements, et nous avons eu à cette période-là un certain nombre de manifestations pacifistes, même s'il y a eu quelques vitres cassées, vous voyez, mais ce n'était pas une raison, bien évidemment, pour aller ôter la vie à 3 honnêtes citoyens, comme ça s'est produit. Donc rendons hommage à ces 3 camarades qui, en ce début du XXe siècle, initiaient toutes les luttes pour le syndicalisme, qui ont quand même leur sacrifice, en quelque sorte, n'a pas été vain, puisque les mouvements syndicaux ont ensuite pris de l'ampleur dans l'entre-deux-guerres, et ça s'est soldé, bien évidemment, par la guerre, ensuite, la grande guerre de 39-45. Donc on voit que la bourgeoisie et le camp capitaliste ne lâchent jamais, n'abandonnent jamais sa volonté de contraindre tout un peuple à ses visées hégémoniques et à la rente et au profit, à la cupidité en quelque sorte. Eh bien, je vous propose de faire une minute de silence en leur honneur et un recueillement que nous leur devons aujourd'hui et qui doit se poursuivre dans notre lutte permanente pour aller également mobiliser les classes populaires à s'emparer de ce pouvoir que nous avons, qui est celui du vote, pour pouvoir changer les choses, puisque vous le savez, toutes celles et ceux ici présents sont partisans d'une révolution par les urnes. Et le combat continue aussi dans ce domaine-là, avec nos bulletins de vote qui sont la meilleure manifestation de l'aspiration à un monde meilleur. Je vous remercie.
d'être venu à cette heure de très bonne heure pour soutenir cette commémoration. Le 18 juillet 1904, Joseph Baudet, François Rassia et Léopold Lariva, ouvriers horlogers, sont assassinés par les fils de leur patron Crétier. Si la France insoumise a aujourd'hui tenu à marquer les 120 ans de l'assassinat à Cluse des ouvriers de l'horlogerie Crétier, c'est pour souligner que c'est souvent dans le sang des ouvriers que les droits sociaux ont été conquis. De la Commune de Paris aux multiples victimes, les luttes ouvrières, en passant par les luttes sociales des Gilets jaunes, entre autres, et aujourd'hui les victimes de la mobilisation en Kanaki et en Martinique, la bourgeoisie capitaliste a toujours défendu ardemment les privilèges sans hésiter à tuer ceux qui se mettaient au travers de leurs profits. Si nous avons choisi la date du 11 novembre, c'est également pour rappeler que la guerre a toujours été pour la bourgeoisie la solution pour régler la crise du capitalisme et combattre la montée de l'organisation de la classe ouvrière. Aujourd'hui, on voit que des guerres sont actuellement à l'œuvre, mais aussi des menaces de guerre mondiale qui sont activées en ce moment pour faire peur aux gens. Ce n'est pas un hasard. Rosa Luxembourg, à la veille de la Première Guerre mondiale, disait « Socialisme et barbarie ». Les ouvrières et ouvriers de l'usine Crétier, blessés, tués parce qu'ils défendaient le droit à s'organiser, le droit syndical, furent les victimes de la barbarie de leurs patrons. Leur histoire ne doit pas rester dans l'oubli, car c'est l'histoire de la classe ouvrière de la région de Cluse, mais au-delà, elle nous rappelle que rien n'est acquis au peuple et à la classe ouvrière sans combat organisé. Ce sont grâce à tous ces combats pour organiser la classe ouvrière qu'aujourd'hui, les ouvriers de Boeing et les chantiers navals, au cœur de la machine capitaliste états-unienne, ont obtenu par la grève des augmentations significatives de leur salaire. On parle de 40%, 60% d'augmentation de leur salaire. La France insoumise est aux côtés de la classe ouvrière et du peuple pour imposer son programme de rupture avec le capitalisme. Voilà.